Bon, avant de commencer très vite, j'aimerais revenir sur un commentaire qui a précisé qu'en fait l'épisode 1 était tourné bien avant les suivants. Donc en fait, le scénario global a été un peu pensé après l'écriture de l'épisode 1. Ce qui peut expliquer certaines incohérences par rapport à l'épisode 1 et le reste de la série. Ouais, c'est compréhensible. Je trouve que c'est dommage quand même si alors qu'ils insinuent clairement que Regina n'aime pas son fils adoptif, parce qu'ils ont clairement insinué que ça a l'air d'être plus un pouvoir qu'une intuition, le fait que Kema puisse détecter les mensonges. Bah, si c'est juste ah bah on n'y a pas trop pensé sur le coup et puis ça viendra après, c'est pas grave si se colle pas trop. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est le cas. Après bon, j'y survivrai, je pourrais apprécier la série sans ça, mais bon, c'est un peu dommage. Et ça me laisse aussi penser que je peux craindre qu'en fait le pouvoir d'Emma justement ne soit plus jamais réutilisé. C'est un truc sur lequel je voulais pas insister parce que je me dis peut-être qu'ils gardent ça pour un bon moment après, mais si on parle là-dessus, c'est pas impossible que dans la suite, ben, le pouvoir de détecter les mensonges d'Emma, ben, ce soit pas du tout exploité plus que ça. Dommage, je trouve ça dommage d'écrire votre histoire sans exploiter, sans être trop fidèle à ce qui est mis en place dès dans le premier épisode. Même si je peux comprendre un petit peu mieux avec les explications qu'on m'a données. Quoi qu'il en soit, eh bien, je ne m'attendais pas qu'une origin story sur Jiminy Cricket m'émeuve autant. Oui, donc l'histoire de cet épisode se centre sur Jiminy Cricket. On apprend qu'il n'a pas toujours été un grillon, c'était un être humain normal avant. C'était l'enfant de deux arnaqueurs qui faisaient des spectacles de marionnettes, mais c'était juste une façade pour pouvoir voler les gens. Et mine de rien, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, mais il a été forcé de suivre leurs pas, de les accompagner jusqu'à son âge adulte. Et malgré le fait que ça ne lui plaît pas de faire ça, il se sent collé à eux, obligé de les suivre. Et ça vient en grande partie de la personnalité des parents, qui sont purement détestables, j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, il en a marre et la première opportunité réelle qu'il a de pouvoir changer ça, c'est Rumpelstiltskin. Donc il tombe sur lui et il lui demande s'il peut pas faire quelque chose pour le sortir de cette vie. Et il lui concocte une petite potion qui, s'il la répand sur ses deux parents, les transformera en marionnettes. Et le paiement, bah, ce sera les marionnettes en question. Donc, bien entendu, il hésite un petit peu quand même à le faire parce que ça revient quand même à condamner ses parents, même si et il n'aime pas ce qu'ils lui font faire. Mais ce qui finit par le décider, c'est qu'il se retrouve à arnaquer un couple de gens très gentils qui n'ont absolument rien à se reprocher et il les arnaque sans il les arnaque sans honte, c'est de façon à nouveau très détestable et c'est ça qui finit par le décider à les avoir. Mais comme ce sont des sales roublards, ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui allait pas très bien avec cette fiole, donc ils l'ont échangée. Ce qui fait que la fiole en fait qu'il avait prévue pour eux, elle a été donnée aux parents, au couple, et c'est eux qui ont été transformés en marionnettes. Donc ouais, vous pouvez être sûr qu'il l'a pas super bien pris, Jiminy Cricket. Et il s'appelle pas Jiminy Cricket, d'ailleurs il s'appelle Jimmy d'abord en premier lieu. Voilà, à la fin de l'épisode, il finit par souhaiter revenir là-dessus, et c'est là que la fée bleue apparaît. Et pendant une minute, j'ai eu peur qu'elle explose comme la dernière. Je me dis, est-ce qu'elle va exploser celle-là? Est-ce que Rumpelstiltskin va refaire le coup? À chaque fois qu'il y a une fée qui va apparaître, je vais être comme ça. Je vais dire, est-ce qu'elle va exploser ou pas? Attention. Quoi qu'il en soit, non, elle n'explose pas. Elle lui dit qu'elle ne peut pas exaucer son vœu, c'est hors de sa portée. Mais elle peut le transformer en autre chose pour qu'il puisse sortir un petit peu du joug de ses parents et veiller sur le fils du couple qu'il a malencontreusement condamné. Donc il accepte de le faire, il se transforme en grillon, là qui devient Jiminy Cricket, et le garçon en question sur lequel il doit veiller, il s'avère que c'est Gepetto.
Très belle histoire, le côté tragique est très bien retranscrit, la fin m'a presque fait verser une larme, j'étais super pris par le flashback. Rien à dire là-dessus. Maintenant, dans notre monde actuel. Donc, Regina sait que son fils continue de croire aux contes de fées, ce qui est un peu dommage vu que dans le deuxième épisode, il s'était un peu mis d'accord pour essayer de garder ça secret, de faire croire qu'il ne savait pas. C'était un coup un peu intelligent d'Emma, mais apparemment Henri est con, je ne sais pas, et il continue de dire ah, c'est conte de fées, il essaye même pas de rentrer dans la combine qu'elle a mis en place, donc va te faire voir Henri. Et donc, elle n'est pas contente que son fils continue de croire ça, donc elle veut forcer le docteur Hopper, donc Jiminy Cricket, qui s'appelle docteur Hopper, Hopper voulant dire sauterelle, jeu de mots, et il le force à sortir au plus vite son enfant de ses désillusions. Malheureusement, il le prend très mal Henri, quand Monsieur Hopper fait ça, et il décide par lui-même de partir vers une mine qui s'est écroulée récemment, en se disant que ouais, ça doit cacher quelques trucs sur la véritable nature de cette ville, etc. Et étant donné qu'il finit par s'en rendre compte, Hopper, lui et Emma partent à sa recherche dans cette mine, mais la mine finit par s'écrouler et devenir inaccessible, enfermant Hopper et Henry à l'intérieur. Donc pendant qu'Emma et Regina vont être obligés d'œuvrer ensemble pour sortir Henry et Hopper de là, Henry et Hopper vont discuter un petit peu et jusqu'à ce qu'ils sortent de là justement. Ok, un petit peu moins bien que le flashback, mais ça reste une histoire aussi très bonne à ce niveau-là. J'aimais un peu le docteur Hopper au début, mais sans plus. Mais je me suis vraiment attaché à lui. Rien que sa backstory était vraiment très touchante. J'étais à fond pris dedans. Ses parents, des sales ordures qui ont un côté un petit peu loufoque enjoué, c'est-à-dire ils essayent de les rendre un peu rigolos, mais en fait ça les rend encore plus détestables. Je trouve qu'ils sont bien réussis comme personnages détestables, les parents de Jiminy. Euh, donc ça vous fait un peu regretter qu'ils subissent rien à la fin, parce que oui, à la fin ils vont continuer leur vie, quoi, et apparemment ils vont mourir de vieillesse sans problème. C'est ça le con. Donc, ouais, ça rajoute un peu au côté tragique de l'histoire, c'est bien. J'ai beaucoup aimé son évolution dans le monde de maintenant aussi, où au début il continue d'être un petit peu le petit chien-chien de Regina qui peut pas lui désobéir parce qu'elle a pouvoir sur lui. Mais au final, et grâce à un discours d'Henri, à nouveau, ça fait partie des rares trucs sur lesquels je vais féliciter Henri dans cette série, j'ai l'impression. Mais oui, grâce à un petit discours d'Henri, il a fini par reprendre confiance en lui et il finit par lui dire non, je vais aider Henri, mais à ma manière, sans suivre vos directives. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous voulez me forcer à la main ou me rendre la vie impossible, je vous signale que si vous voulez combattre pour la garde rapprochée de votre enfant, ce qui risque d'arriver, les autorités iront demander auprès de ceux qui ont suivi l'enfant, dont moi. Donc, si vous pensez à m'évincer de façon tyrannique comme vous le pensez, il y a de fortes chances que ça se joue contre vous. Je tiens à vous le dire, donc laissez-moi faire ce que je veux. J'ai bien aimé qu'il lui rabatte le caquet comme ça, j'ai adoré ce passage. À un moment aussi, j'ai eu un peu peur que Hopper meure, parce que au moment où il les récupère, ils les font sortir de la mine, il y a un petit suspense où s'il va mourir ou pas, et je craignais que ça nous fasse un peu Lost encore plus tôt, je veux dire, dès le 5e épisode, nous tuons un personnage important, mais non, il s'en sort. Et oui, ça promet pas mal de choses par rapport à sa relation avec Gepetto, et j'espère que ce sera traité un peu plus en détail dans la suite. Voilà, bon, j'ai beaucoup aimé ça, c'était vraiment très bon. Le personnage central, parfaitement réussi. Le docteur Hopper, qui a un chien qui s'appelle Pongo.
Je pense que c'est juste une référence, je les vois mal incorporer les saints dalmatiens dans cette histoire, mais voilà, j'ai trouvé ça marrant sur le coup. On voit aussi donc Emma qui devient adjointe du shérif, comme ça a été annoncé dans l'épisode précédent, et on voit aussi que Regina n'était pas au courant. Donc c'était vraiment pas une manipulation de Regina ou quoi que ce soit, on voit clairement dans cet épisode que le shérif... n'est pas au basque de Regina et suit pas ses moindres ordres, etc. Donc ça aussi, à mon avis, ça me conforte un peu dans, dans mon idée que leur relation, elle est juste charnelle. Voilà. On en voit un peu plus aussi autour de Blanche-Neige et du Prince Charmant, plutôt de Mademoiselle Blanchard et de David Nolan. Toujours pas compris pourquoi il s'appelle comme ça, mais bon. Donc, le fait est que David Nolan ne se souvient toujours de rien. Et il n'arrive pas à se reconnaître dans la vie que sa femme lui montre. Par contre, la seule chose qui a l'air vraie pour lui, c'est Mademoiselle Blanchard, donc Blanche-Neige, ce qui prouve à nouveau le lien très fort qui unit ces deux-là. J'ai trouvé que c'était mignon en grande partie du temps ça, mais un peu maladroit sur la fin. Je veux dire, ils sont en train de marcher ils sont en train de marcher dehors à l'extérieur de l'hôpital. Puis il y a sa femme qui arrive pour les arrêter, ok. Et puis au moment où Mademoiselle Blanchard part, il lui dit de façon vachement suspecte. Enfin, si on est sa femme, on se reverra demain. Mais très gentil, très doux et tout, quoi, en disant attends chérie, j'ai quelque chose à dire à la femme que j'aime vraiment. Hein. Non, j'exagère un petit peu, mais oui, tu pouvais être un tout petit peu plus subtil, un tout petit peu moins langoureux, j'ai envie de dire là-dedans. Ouais, c'est un petit détail, c'est pas grave, c'est histoire de dire. Par contre, un autre petit détail que j'ai apprécié, et là c'est incroyable, je vais encore dire du bien de Henri, j'ai apprécié avec avec tous les caprices puérils qui nous a pondus, même dans cet épisode, et je vais revenir un peu là-dessus, qu'il ait fini par se rendre compte qu'il a fait le con à un moment donné et qu'il s'excuse. Finesse, le moment où il s'excuse auprès du docteur Hopper, c'était très bon. Enfin, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression qu'il y avait une évolution de personnage là. Et si ça reste là-dessus, ça peut promettre un personnage que je détesterai pas trop. Voilà, donc si ça part sur ce vers quoi ils sont partis vers la fin, il y a possibilité que j'apprécie le personnage. Je vous jure, je suis pas encore fixé sur le fait que je vais le détester. S'il vous plaît, faites que je l'apprécie un peu, Henri, s'il vous plaît. Bon, sinon, oui, le reste de l'épisode, il est toujours voilà, c'est toujours le même gamin puéril, quoi. C'est... Et le problème que j'ai avec ça, c'est surtout que, comment dire, j'aurais pu trouver le personnage intéressant s'il était vraiment 100% convaincu sur de visu ou quoi que ce soit que le monde des contes de fées est vrai, que ce qu'il dit par rapport au fait que toutes les personnes soient des personnages de contes de fées est vrai. J'aurais à fond appuyé ça, mais l'épisode semble confirmer le fait que c'est plus une intuition et une envie de croire qu'une espèce de conviction pure due à, je ne sais pas, soit une connaissance due à des pouvoirs magiques, soit le fait qu'il a assisté à des trucs qui peuvent pas lui faire dire le contraire de ce qu'il pense, quoi. Mais apparemment, non, c'est vraiment, c'est ennuyeux si c'est juste comme ce que c'est, et je trouve, ouais, ça en fait vraiment juste un gamin immature. Et je sais que c'est un gamin. Je le redis, il y a des tonnes de gamins qui sont bien faits. Celui-là, je trouve il est vraiment pas terrible. Il y a pire, mais il est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Pour ça que, avec ce qu'on a vu à la fin, j'espère qu'il évoluera, Henri. S'il vous plaît, faites-le évoluer. Et on découvre aussi à la fin de l'épisode que la mine renferme le cercueil de Blanche-Neige, celui qu'on a vu au premier épisode lorsqu'elle était endormie. Et ok, je sais pas trop ce que je suis censé est-ce que comment c'est censé me faire réagir? Vous voulez dire que les objets matériels
deux mondes des contes de fées sont en partie présents ici, ou bien le monde des contes de fées se passait sous terre, je sais pas, Bon, rayer ma deuxième hypothèse, c'est de la connerie, bien entendu que ça se passait pas sous terre. C'est là que ça se passe vraiment sous terre, à ce moment-là. Non, non, mais ouais, je sais pas exactement ce que c'est censé vouloir dire. Ce sera expliqué plus tard, j'en suis sûr que ce sera expliqué plus tard. Mais voilà, sur le coup, je suis un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, c'est à peu près tout. J'ai beaucoup aimé cet épisode, je crois que c'est mon préféré grâce au développement du personnage central qui était super bien fichu. A très bientôt pour le sixième, ciao!